Salut à tous, c'est Bismart, l'émission qui nous fait avancer ensemble. Je crois que c'est ça le clé. De quoi est-ce qu'on va parler? Longue discussion avec alors un patron mondial, Pierre-André de Chalandard, le patron de Saint-Gobain. Vous allez voir, les thèmes, ils sont multiples et ils sont tous en fait dans ce qu'on est en train de vivre et dans les thèmes qui reviennent assez régulièrement au cours de cette émission. On parlera gestion de crise aussi. Et puis alors, l'une de mes passions, je vous dis juste le hashtag Mark2Planet, Bertrand Badré, mais vous verrez, ce sera à la fin de cette session d'1 heure qui commence maintenant. Pierre-André de Chalandard est donc avec nous, le patron de Saint-Gobain. Bonjour Pierre-André de Chalandard. Bonjour. Il y a beaucoup de choses. On va le faire en trois thématiques. D'abord quand même la conjoncture, parce que je le dis d'un mot, mais Saint-Gobain, c'est l'ensemble des matériaux de construction, tout ce qui est au cœur du bâtiment, pas seulement d'ailleurs. Il y a aussi une grosse activité. L'automobile, c'est quelle part de votre 7%. 7%. Ah oui, non, c'est pas si important que ça. Mais enfin bon. Mais les marchés qui ne sont pas le bâtiment, c'est 20%. C'est 20%. Parce qu'on fait un petit peu d'aéronautique, pas trop heureusement, ouais. Un peu de produits pour la santé, ça c'est très bon, life science, et puis des marchés industriels mais enfin, divers. Vous êtes quand même un sacré baromètre d'activité. C'est 80% la construction. Alors allons-y, vous êtes quand même un sacré baromètre d'activité et on va commencer comme ça, Pierre-André de Chalandard. Ouais. Je voyais, vous avez donné une longue interview très intéressante aux Échos où vous dites que vous êtes, je crois, mois de juin et 50% au-dessus de ce qu'était le mois de juin de l'année dernière. Ah non. Le mois de juin, globalement, il est revenu au niveau de l'année dernière. D'accord. Non, ce que je dis, c'est que il y a une activité qui est l'activité, d'ailleurs la seule qui est l'activité qui est B2C, qui est la paire. Ouais. Sur la paire, les commandes des 6 dernières semaines sont 50% au-dessus des commandes de l'année dernière. Ça veut dire en gros que si ça dure encore 2-3 semaines, on aura rattrapé le mois d'avril. On était quand même chez la paire, c'était un des trucs qui est descendu le plus bas. On était à moins 80. Hein. Bah oui, parce que les chantiers sont arrêtés, voilà. C'est les artisans la paire. Mais si vous voulez, ça montre quoi? Ça montre que beaucoup de gens pendant le confinement, ils étaient chez eux et donc ils se sont intéressés à leur intérieur. Hein. Et donc tout ce qui est lié à la maison, ils se sont rendus compte que la salle de bain était ceci, qu'ils seraient contents de changer de cuisine, que les fenêtres... Et donc la paire qui fait ça, l'équipement de la maison, bénéficie je pense, des périodes de confinement. Et puis, ils ont moins consommé qu'ils n'ont eu de baisse de... moins consommé qu'ils n'ont eu de baisse de salaire. Si vous prenez la France, il y a 100 milliards d'euros d'épargne. Voilà, 100 milliards d'euros d'épargne. Il y en a peut-être un petit peu qui se retrouvent chez les artisans de la paire. Je pense que les artisans, et aussi de Point P, d'Isover, enfin les matériaux de construction d'une manière générale, je pense que tout ce qui est lié à la maison, en fait, est plutôt un sujet sur lequel les gens ont envie de dépenser. Il y a un point, si vous voulez, qui est très important. C'est que avec la crise du Covid, les gens, la notion de santé, elle est apparue assez proche de la notion de bien-être. Hein, et il y a un lien aussi avec la protection de la planète. L'opinion publique, elle a basculé sur ces sujets-là. On y reviendra, mais tout ça est lié. Et la maison, c'est fondamental tout ça. Mais quand on a tourné en rond chez soi pendant 2 mois, c'est sûr qu'on a repéré tout un tas de défauts. Exactement. Et qu'on a surtout qu'on se dit que ça pourrait recommencer. Voilà, c'est le sujet. Et on prépare le prochain confinement éventuel. Oui, j'espère que non. Le prochain confinement avec une belle isolation Saint-Gobain. Voilà. Mais non, mais quand même. Je sais pas, je vous demande votre sentiment. Moi, il y a un truc en ce moment... J'ai peur qu'on joue à se faire peur. C'est-à-dire qu'on est tous avec ces statistiques macro... Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'ai discuté souvent avec les macroéconomistes qui sont tous noirs. Il y a un point que je trouve un peu curieux en ce moment, c'est que vous prenez le FMI, l'OCDE, l'INSEE, la Banque de France, ils parlent tous de recul du PIB sur l'année. Mais c'est pas vrai, ça veut rien dire. Enfin, c'est vrai, mais il faut pas parler de ça. On va avoir un énorme trou sur le Q2. Mais si je prends Saint-Gobain, à fin juin, on est au niveau de l'année dernière. Donc, si je parle en ce moment d'une baisse de PIB sur l'année, je laisse entendre que le deuxième semestre va être mauvais. Apocalyptique, absolument. Et on n'en sait rien. Je ne dis pas qu'il ne va pas être mauvais, mais je ne sais pas. Si je prends Saint-Gobain, ce que je pense, c'est que je vais avoir un très bon été. Mais je ne sais pas après comment sera le Q4. Mais on va avoir un bon été. Pourquoi ? Parce que on parlait de la maison, ouais. Où les gens ont envie de dépenser. Ouais. Et on est aussi rentré dans la crise, dans la construction, avec des bons carnets de commandes. Ouais. Les nôtres, les carnets de commandes de nos clients. Ouais. Et donc en ce moment,
ils rattrapent un peu, hein, et j'allais dire, ils mangent leur carnet de commandes. Donc, ils sont très actifs. Et puis, les petits artisans, surtout, ils ont envie de travailler. Ouais, ils vont travailler au mois d'août beaucoup. Hein. Donc, on va avoir un peu un rattrapage. Ce que je ne sais pas, c'est si on est en train de prendre beaucoup de nouveaux chantiers en plus. Et c'est pour ça qu'il y a une incertitude sur la fin de l'année. Mais dire qu'il va y avoir un chômage massif, alors qu'on ne sait pas, il va y avoir des secteurs qui ne vont pas bien aller. Le truc, enfin, je vous emmène dans cette discussion parce qu'elle me passionne, mais je pense qu'elle vous passionne aussi. Il y a une espèce de petite règle de 3 à faire. Donc, OK, les gars nous disent moins 10, moins 11, moins 12. D'accord. PIB de la France, 2600 milliards. OK, 260 milliards. Mais c'est à peu près ce qu'on a lâché déjà en argent public et c'est la dette supplémentaire qu'on va avoir. Un autre point. Donc il faut la mettre dans le calcul quand même. Tout à fait. Et quand le coût de la crise, les économistes disent qu'il a été absorbé à 60% par l'État, à 35% par les entreprises et à 5% par les ménages. Ouais. Hein. Donc, et la dette de l'État, alors ça ne dure pas forcément sur des années, ça sera un sujet la dette, mais à court terme, dans la mesure où tous les États du monde font la même chose, on peut considérer qu'on la monétise. Hein. Je pense que ce n'est pas vrai à long terme, mais le problème, ça va être de remettre le dentifrice dans le tube à un moment, mais on n'en est pas là. Ça fait 10 ans qu'on dit que c'est pas vrai à long terme, donc à un moment, ça va devenir une vérité de long terme quand même. La monétisation de la dette, ça fait 10 ans que ça dure. Oui, mais attendez, je prenais l'exemple de l'Argentine. Voilà. Si tout le monde fait la même chose, ça peut marcher. Non, alors je me permets un truc parce que j'entends beaucoup ça. L'Argentine, elle n'est pas endettée en pesos. Elle ne peut pas monétiser. Elle est endettée en dollars. Elle n'a pas une banque centrale qui lui rachète sa dette. Oui. Nous, on est endettés en euros. Oui, mais à condition aussi que l'euro soit une monnaie mondiale. D'accord. C'est pas le dollar encore, c'est 20%. Oui, mais enfin, elle l'est. Il y a pas, le patron mondialisé, il ne voit pas de doute sur la solidité de l'euro aujourd'hui. Non, mais si on continuait, on a moins de réserves pour faire ça que le dollar, si vous voulez. D'accord, mais c'est pas maintenant, on est d'accord. Non, mais c'est pour ça que je dis que s'il y a un moment où où les États peuvent s'endetter, c'est en ce moment. Hein. Et c'est pour ça que je milite aussi pour des plans de relance. C'est le moment de le faire. Mais il faut savoir qu'on ne le fera pas non plus indéfiniment. Voilà. Et donc il va y avoir de l'argent. Chaque fois, on en était où on parle des discussions. Il va y et de l'argent public, et il faut qu'il y en ait en décembre. Parce que là, il y en a eu sur le chômage partiel à court terme. Il faut qu'il y en ait pour éviter. Mais il faut aussi que le discours ne soit pas un discours catastrophique. Mais c'est ça le truc. Et de ce point de vue-là, les économistes, ils sont tous un peu catastrophistes. Mais pas seulement. Notre cher Bruno Le Maire, que j'aime beaucoup, Bruno Le Maire, mais enfin, il en rajoute tous les jours. Il en fait un peu trop dans ce domaine. Hein, mais à l'inverse, vous avez, alors c'est pas forcément un meilleur baromètre, mais en ce moment, vous avez un décalage complet entre les économistes et les boursiers. Qui a raison ? On verra, mais je pense quand je vois la force de la reprise, si vous voulez, c'est pas encore sûr que ça va être mauvais à la fin de l'année. Moi, je suis ravi d'entendre ça. Comme j'ai entendu que les concessions automobiles étaient en train de faire des chiffres d'affaires qu'ils avaient jamais fait. Alors eux, pour le coup, c'est vraiment 50% au-dessus de juin de l'année dernière. Ils ont plus à rattraper. D'accord, ils ont du stock, mais d'accord, mais ça fait pas moins de 12, ça. Peut-être qu'on sera à moins 3, effectivement. Mais voilà. Ah non. Sur l'année, non. Je contraste. D'abord, le moins 12, quand vous voyez l'INSEE ce matin, ils sont déjà plus qu'à moins 9 pour la France. Ouais. Non, mais si vous voulez, on a un T2 qui est, je ne sais pas exactement ce qui va être, mais de l'ordre de moins 20, quelque chose comme ça. Tout à fait. Et donc, si vous divisez ça fait au moins, comme on était déjà à moins quelque chose au T1, sur l'année. Vous avez raison. Mais là où, non, moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas une bonne idée de l'étaler sur l'année, ce trou. Ouais. On a un trou ponctuel. Hein, et si on regarde les comparaisons historiques, ça n'a rien à voir, cette crise, avec la crise de 2008-2009. Rien. Moi, j'ai fait faire des comparaisons. Je trouve, ça n'a rien à voir non plus, mais il y a des analogies avec mai 68. Mai 68, on l'a récupéré en 2 trimestres. Alors, c'était que la France. C'était une autre époque. C'était une autre époque, et c'était que la France. Ouais. Mais quand même, si vous voulez, j'espère, et quand je vois que tout le monde s'est trompé et que la reprise est beaucoup plus forte que ce qu'on imaginait, hein, j'espère que c'est pas la catastrophe. Alors il y a un big. Je tiens à dire ça, mesdames, messieurs, parce qu'en plus c'est le jour, puisqu'on va avoir à nouveau un commissaire au plan. Saint-Gobain, il y a toujours la planification chez Saint-Gobain. Il y a toujours un. Parce que Philippe Crouzet est venu nous voir là, ancien justement. Il était dans. Comment ça s'appelle d'ailleurs chez Saint-Gobain ? C'était bureau de planification. La direction du plan. La direction du plan. Moi j'ai commencé comme directeur du plan. Vous avez commencé. Maintenant, mon successeur, qui est une femme, elle préfère dire directrice de la stratégie. Mais non, mais pourquoi le plan ? Mais non, mais il faut. Pourquoi il faut le plan ? Parce que si vous voulez, quand on fait
des investissements dans nos métiers de base, nos métiers classiques, c'est des gros investissements unitaires, et donc il faut bien les cadencer, et bien calculer l'offre et la demande. Donc, ok, conjoncture, on a fait le tour. Derrière, convention citoyenne, et donc coup d'envoi, grand sourire de Pierre-André Chalendar. Obligatoire, rénovation obligatoire. Oui, et global. Le mot global est important, il n'est pas retenu, mais il est important. Parce que si ce n'est pas global, c'est vrai que j'ai été convaincu là-dessus que ça ne sert à rien. Enfin, changer les fenêtres, c'est bien, mais il faut que ce soit global. De l'ensemble des bâtiments. Et obligatoire. Ça, c'est ce que dit la Convention citoyenne. C'est ce que dit la Convention citoyenne. Moi, je trouve que si vous voulez, ce que dit la Convention citoyenne, alors on le mélange en plus avec les 110 km/h et tous ces trucs-là. Non, mais restons. Donc c'est très coercitif. Moi, je pense, si vous voulez, que la réglementation est un des outils. Si on veut travailler sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment, il y a 3 outils. Il y a le prix du carbone, il y a les aides et il y a la réglementation. Si je prends le neuf, on a réglé le problème avec la réglementation. Vous vous souvenez la RT 2012. Voilà. Au début, tout le monde criait. Ah ben, j'ai fait des colloques entiers contre la RT 2012. Et ben, c'est rentré dans les mœurs et aujourd'hui, ça marche. Oui, mais ça vous fait quand même des coûts de construction qui sont plus élevés aujourd'hui. Pas beaucoup, parce que les industriels, ils se sont adaptés, ils ont fait des produits de masse. Non, très peu. Globalement, et puis vous avez dit, ça consomme beaucoup moins de chauffage. Donc, à un moment, il faut définir une urgence. Donc mais ça a marché. Alors après, est-ce que vous pouvez faire la même chose, la réglementation, dans la rénovation ? C'est beaucoup plus difficile. Et moi, je suis favorable à ce qu'on le fasse progressivement au moment clé de la vie des biens. Donc quand il y a des mutations, quand on les revend, quand on change de locataire, si on est propriétaire bailleur, dans ce type d'occasion. Et c'est quoi en moyenne? C'est tous les 7 ans à peu près, 7-8 ans, il y a des changements de logement importants? Non, peu importe. C'est très variable. D'accord. Mais de toute façon, si on fait déjà cela, ça fait déjà beaucoup. Ouais. Et je suis pour que on accompagne ça d'aide. Là, si vous voulez, ce qui me dérange, c'est pour ça que dans ce qui avait été discuté au Parlement l'année dernière, et ce qui est implicite dans la Convention citoyenne, c'est qu'on dit, et si vous ne le faites pas, il faut qu'il y ait une sanction. Moi, je suis pour qu'on donne un bonus à ceux qui font. Et que, beaucoup plus que de parler du malus, il faudra progressivement le rendre, que si on dit que il faudra progressivement mettre une pénalité, mais je suis pour qu'elle soit très progressive. Comme pour le prix du carbone, ce qui est important, c'est d'envoyer le signal que progressivement, ça va monter. Là-dessus, il y a un sujet quand même. Alors, je ne sais pas si vous descendez dans ce niveau de granularité, Pierre-André Chalendar, mais j'ai découvert ça très, très récemment. Il y a un dispositif, les professionnels me disent qu'il est très, très bien, qui s'appelle MaPrimeRénov'. Oui, MaPrimeRénov'. C'est substitué au crédit d'impôt. Voilà, 3 milliards d'euros qui sont dégagés, 200 000 primes Rénov' qui doivent être distribuées durant l'année 2020. Il y en a 5 000 en tout et pour tout qui ont été distribués parce que les tuyaux de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, bref, l'ensemble des tuyaux administratifs sont bouchés. Bon, alors il y a eu le Covid aussi. Oui, mais enfin, ça vient de démarrer. Il y a un sujet quand même. À partir du moment où vous créez, justement, vous sortez du crédit d'impôt, le crédit d'impôt, c'est simple. Crédit d'impôt, c'est simple. Bon, on a considéré que ça coûtait trop cher. On serait aujourd'hui, on dirait peut-être les choses différemment. Bon, mais enfin, il y a un sujet quand même sur la distribution de ces aides, non, et sur l'ensemble des tuyauteries qui se branchent. Oui, je pense que ça monte en puissance. MaPrimeRénov', c'est pas si mal fait. Et c'est pas foutu. Non, moi je trouve que c'est pas mal. Le truc qui marche le mieux, c'est les professionnels me disent c'est bien, mais on n'arrive pas à... Le truc qui est le mieux, c'est les certificats d'économie d'énergie. Ça marche très bien. Mais c'est vrai que... Donc ça, c'est les énergéticiens qui doivent récupérer des certificats. Voilà. Et qui, du coup, il y a des systèmes qui se montent. Financent des travaux. Voilà. Alors, simplement, aujourd'hui, on a mis la priorité sur ces deux œufs, certificats d'économie d'énergie, sur les mettre sur des choses simples. L'isolation des combles, moi, j'ai rien contre, c'est très bien, mais ça ne résout qu'une partie du problème, ou le remplacement de chaudière. Je suis favorable à ce qu'on étende ça, à ce que, au global. Et j'espère que le gouvernement va aller dans cette direction dans le cadre du plan de relance. Bon, et là... Alors, il faut mettre un peu plus de moyens sur la table. 13 milliards, dit la Convention citoyenne. Oui, mais c'est sur notre facture d'énergie, mesdames, messieurs. Années. Non, mais ça va se faire sur plusieurs années. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut savoir ce qu'on veut. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais il faut le dire. Ça fait partie aussi du signal prix. Je suis d'accord avec vous, mais il faut le dire. La leçon de tout ce qu'on a appris sur l'ensemble des taxes carbone diverses et variées, c'est quand on croit avancer sous le radar,
et ben en fait, le moment où on est repéré, ça fait très très mal. Parce que c'est vrai, à chaque fois, ce sont des petites taxes. Mais quand elles commencent à s'additionner, à un moment, voilà. Donc il faut le dire, c'est tout. Non, je dis juste qu'il faut le dire. Saint-Gobain en tant qu'entreprise, Pierre-André Tchalandard, parce que vous avez pris quand même un... Est-ce que vous avez compris la séquence arrêt des chantiers ? Alors nous d'abord on s'est arrêté 3 jours dans nos... mais l'ensemble de vos clients, quoi, les artisans, les professionnels du bâtiment, qui à un moment ont dit, on pose là, il y a même eu une séquence avec Pénicaud qui ça a été compliqué, oui. Alors d'abord je constate que ça n'a pas été tout le monde, si vous voulez. Au plus fort moment, on a dit l'activité du BTP, elle représente moins de 18%. Vous vous souvenez le chiffre du Premier ministre. Moi, ce chiffre, à ce jour-là, les ventes de Saint-Gobain, c'était moins 50. Donc on était à 50% d'activité et non pas à 18%. Donc il y a quand même il y a quelque chose dans les statistiques. Il y en avait 32 au noir en fait. J'en sais rien. Non, mais mais qui n'était pas répertorié. Non, mais c'est pas qui n'était pas répertorié. Non, ce que j'ai vu, si vous voulez, c'est que globalement, il y a le redémarrage des chantiers pour les entreprises du bâtiment a été inversement proportionnel à la taille des entreprises. En gros, le petit artisan qui travaille tout seul, il ne s'est pratiquement pas arrêté. Ouais, c'est ça. Et il a pu aller chez Point P. Point P s'est arrêté 3 jours. Le temps de mettre en place les barrières de plexiglas, etc. Tout ce qu'il faut pour... Voilà. Bon, les usines Saint-Gobain se sont arrêtées encore moins longtemps parce que nous, si vous voulez adapter, on est tellement focalisé sur les sujets de sécurité dans les usines qu'adapter nos usines aux contraintes sanitaires, ça a été fait assez facilement. Bon, mais sur les chantiers, je conçois que c'est un peu plus compliqué. Mais les petits artisans, ils ont continué assez vite. Plus l'entreprise était grosse et plus elle s'est arrêtée. Ouais. Voilà. C'est lié à toute une série de choses. Il y a un sujet qui est le sujet de la responsabilité. Je crois que ça a été un élément important. Tout à fait. Tout à fait. Dans ce que disaient les entreprises qui... Principe de précaution. Voilà, les principes de précaution. Mais si je pense à votre... Mais nous, on l'a pu le faire chez Saint-Gobain en précaution. Votre secteur tertiaire, là, nouveau grand siège de Saint-Gobain à la Défense, le showroom. Oui. Il y a combien de... Je crois que vous vouliez 80% de matériaux Saint-Gobain dans ce siège social. On a une quantité de matériaux Saint-Gobain incroyable. Alors, il y a des choses qu'on ne fait pas, mais tout ce qu'on peut faire, c'est une vitrine technologique. Il faut que vous veniez d'ailleurs, je vous invite. C'est magnifique ce qu'on a fait. Et c'est effectivement une démonstration des produits Saint-Gobain sur l'acoustique, la qualité de l'air, la thermique. Il n'est pas 2 fois trop grand ? Non. Alors, on va revoir à l'automne. Pour l'instant, si vous voulez, compte tenu des règles sanitaires, non, on ne peut pas avoir tout le monde d'abord. On est monté progressivement en puissance. Aujourd'hui, on est entre 60 et 70% des effectifs qui sont là à un moment donné. Parce que il faut des règles de distance. On est extrêmement strict sur toutes les conditions sanitaires. Après, à moyen terme, mais je n'ai pas envie de réfléchir à ça trop vite, je pense que dans la mesure, même si on en faisait déjà le télétravail s'est avéré assez efficace, même si ce n'est pas la clé de tout. Moi, je fais du télétravail, enfin mon assistante et moi, on fait du télétravail depuis quelques années, et Saint-Gobain, on avait des accords là-dessus. Mais il va y avoir plus de gens qui vont faire du télétravail. Mais je ne suis pas pour le télétravail tout le temps non plus. On est quand même des êtres de relation, la créativité, c'est de se voir et tout. C'est clair. Mais si on fait un peu de télétravail, mettons qu'on soit 1 jour, 2 jours, effectivement, on pourra réduire un peu les espaces et en fait, on va faire revenir des gens qu'on n'avait pas réussi à caser dans la tour l'année prochaine. Mais c'est pas le moment d'y pas le moment d'y réfléchir. J'ai pas envie de réfléchir à ça maintenant. Non, on n'est pas encore. Aujourd'hui, on gère, si vous voulez, la contrainte sanitaire du mieux qu'on peut. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez encore des gens, si vous voulez, qui sont en télétravail. Il y a des gens, des populations à risque, on leur dit il vaut mieux rester chez vous. Donc, c'est pas d'actualité immédiate, si vous voulez. Par contre, ça ne remet pas en cause du tout le concept qu'on a pris, qui était le concept de l'open space. Et si on fait du télétravail, d'autant plus quand on vit en bureau, c'est pour être ensemble. Parce que je suis parvenu sur votre magnifique triptyque. C'était quoi votre triptyque? Oui, durable, digital, local. Ça, c'est le monde d'après. Oui, non, mais c'est le monde d'après, en fait. Mais vous le dites très justement, c'est le monde d'aujourd'hui qui accélère. Ouais. C'est les trucs qui accélèrent. Oui, mais je crois que si vous voulez, la crise, c'est souvent un révélateur. Et ça accélère des tendances qui étaient préexistantes. Et donc durable, on en a parlé. Oui. Digital, ok, accélération, machin. Local. C'est là où j'ai un petit sujet. Vous dites quoi, on fabrique là où on vend, nous, Saint-Gobain. Oui. Oui, mais dans un rayon. Non, mais
Quoi ? Qui reste quand même un rayon parfois. Alors ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Ça dépend du poids des produits. Mais globalement, 90%, c'est dans le pays. Si je prends un pays comme la France, dans ce genre de pays qui ont cette taille-là, 90% de ce qu'on vend est fabriqué dans le pays. Sujet de réindustrialisation, c'est pas un sujet pour Saint-Gobain. Alors, c'est pas vraiment un sujet pour Saint-Gobain, mais ça peut devenir un sujet. Donc, qu'est-ce qui a changé quand je dis plus local ? D'abord, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Pendant la crise, on avait changé complètement notre organisation il y a 18 mois. Et j'avais donné la responsabilité totale au patron de pays. Ça a été drôlement pratique pendant la crise. D'ailleurs, si on n'avait pas été comme ça... Je me permets une parenthèse, mesdames, messieurs. En gros, dans les entreprises, il y a 2 organisations. Soit c'est par produit, soit c'est par pays. Voilà. Nous, on avait d'ailleurs une matrice. Et là, j'ai mis par produit, quand c'est les produits mondiaux, le vert pour l'automobile, quand le client est mondial. On s'est organisé par client. Ouais, c'est ça. Dans les clients du bâtiment, on a pris purement la dimension géographique. Et pour gérer la crise, c'était très très bien, parce que si vous voulez, c'était fascinant. Moi, j'ai fait un comité exécutif pendant les 15 premiers jours d'avril, tous les jours, à 1h. On avait les Chinois et les Américains, on faisait le tour du monde. Et ça a évolué à toute vitesse, et donc ça nous a permis d'apprendre ce qui se passait. Donc on avait une coordination mondiale, mais c'était chaque patron de pays qui, compte tenu des règles qu'il y avait dans son pays, les règles étaient par pays. On a même fermé les frontières, même aux États-Unis, c'était devenu par État. Tout à fait. Et donc il fallait être très local dans la gestion. Et par contre, tous les métiers confondus, tous les produits confondus dans cette zone. C'est comme ça qu'on a géré. Bon, je crois, si vous voulez, qu'il y a une tendance depuis quelques années, c'est Trump, c'est un peu un retour des États. Et un retour du local. Ouais. Bon. Et donc la crise le montre. Il y a une sorte d'exigence sur les industriels qui fabriquent là où ils vendent. Oui, et puis on a vu aussi qu'il y avait des dépendances qui n'étaient pas considérées comme pas normales. Regardez le sujet des masques. Bon bref, on va pas là, mais je sais pas. Mais vous voyez, moi, regardez. Oui, mais non, l'important. Ça, c'est fait en France. Ah oui, Saint-Gobain. Voilà. Bon, ça, c'est de la reconversion que vous avez faite en urgence pour. Oui. Voilà. Mais vous n'allez pas continuer à les faire, les masques Saint-Gobain. Pour l'instant, on en fait. J'espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais s'il y a une deuxième vague, je suis prêt. Actuellement, on a réduit un peu la production parce qu'on a des stocks suffisants à très court terme. Non, mais vous comprenez, c'est ça, Pierre-André, c'est considérer qu'un masque tout à coup devient stratégique. Non, un masque, ce sera jamais stratégique. Il faut des stocks, point à la ligne, qui soient faits en Chine. Oui, mais alors, qu'est-ce qui est stratégique Le paracétamol, c'est stratégique? Bonne question. Non plus, je crois pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais bonne question, ça m'intéresse. Voilà. Donc, est-ce que la sidérurgie, c'était très stratégique? Est-ce que ça l'est encore? Ça, c'est un beau débat, ça. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Mais ce qui est clair... Il dit quoi? Attends, moi, ça m'intéresse. Pierre-André Chalandard, il dit quoi? La sidérurgie, c'est stratégique ou pas? Moi, je pense qu'on va avoir une notion de souveraineté importante, non pas à l'échelle d'un pays comme la France, qui est trop petit, mais à l'échelle de grands blocs. Et donc, on voit bien que les États-Unis sont en train de s'organiser comme ça. Les Chinois sont en train de s'organiser comme ça. Je pense que l'Europe doit avoir une souveraineté économique. Et pour pouvoir peser. Mais c'est super intéressant, ça, puisqu'on parlait du paracétamol. Sanofi qui va investir. Alors maintenant, ils ont compris qu'il fallait se mettre au garde à vous. Mais avant qu'ils le comprennent, avant que le nouveau patron de Sanofi apprenne ce que c'était que la France, à un moment, il le disait très, très ouvertement, il disait « On va construire une méga usine de vaccins pour l'Europe. Est-ce que les Français accepteront qu'on la mette en Pologne ou en République tchèque ?» Moi, je pense Normalement, si j'entends votre logique, oui, il faut. Moi, je considère que l'Europe, ça doit être considéré comme une entité. Géographique. Et en ce qui concerne... Nos dirigeants ne réfléchissent pas comme ça, Pierre-André. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Et je trouve qu'il est en train de se passer quelque chose au niveau européen. Ouais. Regardez, j'espère que ça va se mettre d'accord, peut-être pas le 17-18, mais je pense qu'on va se mettre d'accord d'ici la fin juillet sur un truc qui est copernicien. C'est une révolution. Et là, vous parlez d'une dette commune, de l'émission d'une dette commune. C'est majeur. On règle le problème qu'avait évoqué Delors il y a 25 ans en disant on ne peut pas avoir une union monétaire si on n'a pas une union économique. Tout à fait. On a mis 25 ans de divergence. Là, donc, ça ne va pas régler tous les problèmes d'un coup, mais on enclenche un truc qui est très, très, très important. Bon, donc je pense que l'Europe, elle se débrouille pas si mal. D'ailleurs, alors les gens ont dit, oui, le PIB va baisser plus. On verra dans 6 mois. Je suis d'accord par avec rapport vous. aux États-Unis. Je suis d'accord. Parce qu'aux États-Unis, je ne suis pas sûr que l'équilibre entre gestion sanitaire et gestion économique il soit meilleur que l'Europe. On a le sentiment d'une forme de chaos. Et même, vous voyez... Attends, vous qui travaillez aux États-Unis, Pierre-André Chalandard, une forme de chaos dans certains endroits. Je suis inquiet de la situation sanitaire aux États-Unis. Oui, parce qu'elle s'accompagne d'un clivage politique. Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez l'impression, si vous êtes républicain, vous voulez pas mettre un masque. Si vous êtes démocrate, vous mettez un masque. Ouais, c'est quand même un truc...
compliqué, quoi. Compliqué. Mais pour en revenir, il nous reste 5 minutes. Réindustrialisation, ce fameux mot de réindustrialisation. Donc Bruno Le Maire, là, visiblement, il est parti pour faire un choix. C'est autour des impôts de production. Et là, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais il a l'air de vraiment vouloir y aller, là. Les premiers mots qu'il a prononcés en tant que nouveau super ministre de Bercy, impôts de production. Ça fait 1 an ou 2 qu'il a ça en tête, et je pense qu'il a raison. C'est que ce sont des impôts, si vous voulez, on les paye avant d'avoir gagné le moins de centimes. C'est quand même, et il n'y a pas ça dans les autres pays d'Europe. Donc c'est un vrai handicap pour être en France. Alors c'est pas le seul handicap, mais on a encore un sujet de compétitivité en France. Le rapport Gallois, tout ce qu'on a fait, c'était bien, 2013, mais c'est pas suffisant. Ouais. Voilà. On a encore, on a comblé entre 1/3 et 2/3 du problème qu'on avait. De toute façon, c'est simple, vous avez, je pense, les mêmes usines en France et en Allemagne. Et donc je compare. Et donc vous comparez. Voilà. Et je pense que Bruno Le Maire a raison. J'entends les industriels me dire il y a un différentiel de 20% à peu près. Alors on l'a réduit. On l'a réduit, mais il reste plus de 10%. Voilà. Et donc oui, je pense que Bruno Le Maire a raison. Après, il faut le faire progressivement. Il y a une difficulté, c'est que la majorité de ces impôts de production, ils sont perçus par les collectivités locales. Exactement. Voilà, donc il faut à commencer par la taxe professionnelle qui pèse particulièrement lourd sur l'industrie. Et oui, tout à fait. Donc il faut arriver à trouver les bons mécanismes. Mais je pense que s'il y a la volonté, on va y arriver. Et est-ce que, et je voulais finir là-dessus, parce que on sort d'une histoire compliquée avec l'industrie, nous Français. Et là, j'ai quand même le sentiment que vous avez gagné une bataille. Il y a un petit peu un retour en grâce, voilà. Oh, pas un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'il est massif. L'opinion publique, elle est encore un peu ambiguë sur ces sujets de l'industrie. Mais oui, je suis d'accord parce que on voit qu'elle a un rôle dans l'indépendance stratégique. Ça, on l'a vu très très clairement pendant la crise, on en a parlé. Et on voit quand même aussi que c'est aussi une des solutions, et ça, j'y crois particulièrement concernant Saint-Gobain, au sujet de notre avenir, de la planète. Ouais. On ne réduira pas nos émissions de gaz à effet de serre si on n'a pas une industrie. Ouais. Donc l'industrie qui a été souvent vue comme le problème, c'est la solution. Ouais. Je pense que les Français l'ont compris. Et puis c'est des emplois qualifiés. Donc il y a un rôle, et il y a un rôle aussi dans les territoires. L'industrie, elle n'est pas dans les grandes villes. Si on veut réduire cette fracture territoriale, l'industrie, ça joue un rôle très important. Ça coche toutes les cases. Ça coche beaucoup de cases. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on le dit, que ce discours-là, vous avez dû le tenir une centaine de fois. Voilà, vous le connaissez par cœur. Et que, bon, ben voilà. Mais voilà, sur l'apprentissage, sur la formation, sur des choses comme ça, il se passe des choses. Et si vous voulez, le ministre de l'économie, je pense qu'il en a pris conscience et que là, il est en train d'agir sur un certain nombre de choses. Bon. Mais ça ne sera pas du jour au lendemain. À terme, c'est sûr que les sujets de formation sont très très importants. Il faut aussi donner plus d'attractivité. C'est comme dans le bâtiment. Il faut redonner de l'attractivité. Donc il y a aussi de la pédagogie, de la communication. Vous voyez ça par exemple, ce que vous avez dit, mais d'une toute petite phrase, tellement ça vous semble naturel. Nous, dans les usines, on est tellement habitués aux règles de sécurité qu'on a fait ça en 2 temps 3 mouvements. C'est-à-dire, ce que c'est qu'une usine aujourd'hui, la propreté d'une usine aujourd'hui, la rigueur des procédures, la sécurité, la façon dont l'ensemble des ouvriers sont aujourd'hui considérés, protégés. Voilà, je pense que c'est tout ça qu'il faudrait largement diffuser, en fait. Oui, il faut qu'on ouvre des usines de population. Mais on le fait de temps en temps. Oui, l'usine extraordinaire, voilà. Bon, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous, Stéphane. Le patron de Saint-Gobain était le premier invité de Bismart, l'émission. Bon les amis, on repart. On repart après cette discussion passionnante avec Pierre-André de Chalendar, avec un homme qui nous dit qu'on aurait pu prévoir. Non mais, alors, on va discuter de ça. Donc Vincent Balouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en gestion de crise, on peut le dire comme ça Oui, en anticipation, gestion de crise. En anticipation, gestion de crise. Vous m'avez écrit, c'est grâce à... Non mais franchement, c'est grâce à moi qu'on a évité le bug de l'an 2000. Sérieux, Vincent vous devez... Alors, c'était sur un tweet limité en caractères, mais on peut raconter l'histoire, mais c'est un peu long. Non, mais vous avez été quoi, une centaine à un moment à dire on va avoir un problème? Non, parce que
Je lisais ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Quelqu'un qui est dans votre parti, qui racontait justement la gestion de crise et les crises qu'on arrive à éviter. Et il disait le paradoxe, notamment c'est ce qui s'est passé avec ce fameux bug de l'an 2000, c'est que tout le monde pense maintenant que c'était une arnaque. Alors qu'on a dépensé 100 milliards de dollars pour éviter la crise. C'est ça Alors c'est un peu ça. Je souhaite à tous ceux qui s'occupent du climat d'avoir la même échappatoire à la sortie, c'est-à-dire qu'on dise tout ceci était une arnaque. Voilà. Je demande pas mieux. Voilà. Mais on n'y est pas. Voilà. Alors en deux petites phrases, qu'est-ce qui s'est passé au début de l'industrie informatique, on n'a pas de place dans les ordinateurs, on fait la date sur 2. On fait la quoi? La date sur 2 positions. La date sur 2 positions, donc 0-0. Voilà, 0-0. Moi, je suis né en 1963, donc si vous calculez mon âge à l'approche de l'an 2000, 98 moins 63, j'ai 35 ans, 99 moins 63, j'ai 36 ans, 00 moins 63, j'ai moins 63 ans. Bon. Et donc, quand on se rend compte de ça, vous imaginez la pagaille derrière. Ah ben, on l'a vécu. Et donc, je m'en aperçois en 92 en France. Et donc, des DSI viennent me chercher en disant écoute, tu as l'air de vouloir t'en occuper, fais-le. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, au début, c'était très compliqué parce que tout le monde s'en fout. Ouais. Mais vraiment, tout le monde s'en fout. Ouais. À commencer par les associations professionnelles du secteur. Et donc, ça procrastine très, très fort. Dès que l'horizon est au-delà de 4-5 ans, terminé, il n'y a plus personne. À commencer par les politiques, d'ailleurs. Hein. Les politiques se sont réveillés mi-98. Nous étions en 92. Ouais, et puis moi, alors pour le coup, j'étais au travail. Cette histoire, elle s'est gérée en décembre 99. Moi, je me souviens des gars qui couraient partout. Mais côté presse. Non. Dans les open space, les gars couraient partout à mettre leurs petits tampons, la Y2K. Voilà, tac. On a essayé de faire les choses un petit peu en amont, et donc on a testé d'abord. On a dit où est-ce que ça marche pas. Vraiment du test scientifique, hein. On essaye, on tourne, et puis quand ça plante, on met une étiquette, comme vous dites, ça marche pas. Voilà. Sauf que là, on l'a fait en 92. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'en calculant la ressource humaine qu'il fallait pour régler le problème, on était mort. C'est-à-dire que calculatoirement parlant... Il n'y avait pas assez d'hommes pour mettre à jour tous les ordinateurs. Dans les temps. Parce que échéance fixe. Et là, il n'y a pas de négo possible. Donc on a dit, on ne va pas faire ça, on ne va pas tout corriger, on va corriger que là où c'est critique, pour diminuer la charge. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et progressivement, alors on ne raconte pas toute l'histoire, parce que c'est une... Non, puis on est là pour parler de... On n'est pas là pour là. Et donc au bout du bout, on s'est retrouvé avec 40 000 personnes, 10 milliards d'euros au niveau de France, 10 milliards d'euros sur la table. C'est ça. Ouais. Le chiffre de 100 milliards au niveau mondial, il est à peu près cohérent. Ou à peu près. Ouais, c'est ça. Et donc 10 milliards d'euros, rien que pour la France, c'est même plus que ça. Ouais, peut-être même plus. Et donc on s'est retrouvé à faire ça. Alors évidemment, il faut mettre les gens au boulot un par un. Alors comme personne ne veut écouter, à commencer par les patrons des grandes boîtes, on dit bougez pas. Alors justement, on va tester, voilà. Et puis, rentrons dans le Covid, parce que là aussi, vous me dites... Alors, la pandémie, et là je suis d'accord avec vous, j'ai regardé comme tout le monde pendant le confinement ce film incroyable qui s'appelle Extinction, je crois, absolument remarquable, qui est de 2013, où vous avez l'impression que les mecs vous racontent le Covid. Enfin, c'est OK. Donc vous me dites la pandémie, elle est dans les cartographies des risques qui sont bien faits depuis 2006, pas de problème avec ça. Mais l'arrêt administratif de l'économie mondiale... Je vous l'ai écrit d'ailleurs aussi dans le... voilà. Alors, donc, le signe noir, en fait, c'est ça. C'est l'arrêt administratif de l'économie mondiale. Oui, mais pas que, parce qu'on peut faire l'arrêt administratif sans rien faire et en ayant anticipé un peu. Je pose la question autrement. C'est quoi une crise Covid, comme on vient de la faire, super bien gérée? Rêvons un peu. C'est une crise où on a vu le truc venir parce qu'on a un peu lu le rapport du gouvernement qui s'appelle Préparation à la pandémie grippale, qui date de 2006, où on parle de confinement. Il suffit d'ouvrir les yeux, hein. C'est quand même pas compliqué, et de mettre ça dans des cartos et de dire tiens, si ça m'arrive demain, qu'est-ce que je fais? Même si on n'a pas l'oreille du COMEX, je veux bien. Carto, c'est cartographie des risques. Cartographie, voilà. C'est comme ça que travaillent les entreprises. Non, mais je vous en prie, je traduis, moi. Voilà. Tout va bien. donc c'est quoi une crise super bien gérée? Les gens ont un peu de plan B, on a fait des stocks de masques. Et on y croit, du gel hydroalcoolique dans les cartons, mais aussi le télétravail largement anticipé, des infrastructures cybersécurité qui tiennent le choc, etc. C'était pas interdit de le faire. C'est quoi une crise super mal gérée? Mais on met tous les curseurs à zéro. Personne n'y a pensé, tout le monde procrastine à fond, on laisse le truc venir, surtout on n'anticipe pas, surtout pas, quelle horreur, et quand le truc venir, on est juste spectateur de la crise. Alors ça s'est joué entre deux. Je ne suis pas en train de dresser le procès de ce qui... Non, mais c'est ça. Mais on a le droit d'anticiper un peu. C'est pas un crime. Super intéressant ce que vous dites, qui a pour moi été... Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises m'en ont parlé, c'est l'histoire des crues centenales de la Seine. C'est-à-dire que si on laisse de côté les masques et le gel, et franchement, un stock de masques, un stock de gel, à l'échelle d'un pays comme la France, c'est anecdotique comme précaution, on est d'accord? Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Oui, voilà, on doit pouvoir y arriver. Mais le vrai sujet, c'est le non-accès au site pendant 2 mois et l'impossibilité finalement de se rencontrer physiquement pendant 2 mois, etc. Ça à organiser, vous dites en fait qu'il y a plein de catastrophes qui donneront ce résultat-là. Et donc oui, que ce soit pandémie, que ce soit crue centenale, que ce soit événement climatique incroyable,
que de toute façon, à un moment, on reste confiné chez soi. C'est un truc qu'il faut avoir en tête. Oui, enfin, disons dans des circonstances, hein, parce que si c'est une crue Paris, il faut bouger, il faut déménager. Il faut rester confiné, mais dans sa résidence secondaire. Un petit peu plus compliqué. Vous ne croyez pas si bien dire sur la crue majeure. Juste en 2 phrases. C'est quoi le sujet sur la crue majeure? L'eau arrive, ça déborde. Si ça déborde, en gros, je fais hyper schématique et pardon pour les puristes, jusqu'à 6,50 m, c'est ce qu'on a déjà eu en 2018. C'est pas très grave, on serre un peu les fesses, il y a quelques décès, bien entendu, c'est dramatique, mais en gros, l'économie voit rien passer. Tourne. Ouais, zéro. Vraiment, c'est 1905 la référence, c'est ça 1910. 1910. 1910. Ça, c'est le truc après. Si on a, en gros, entre 6,50 et 8,50, pour la faire très très courte, on a une crue type 1910. C'est quoi ce truc-là? C'est qu'on ferme Paris le temps de la crue, c'est-à-dire on éteint l'énergie pour protéger. On oblige les gens à plus ou moins partir, ou en tout cas vivre, ça va être dur. Ça dure 2-3 mois et on repart. Ça, c'est une crue type 1910. Et la crue majeure, c'est celle-là, elle est dans les cartos, comme vous dites. Pas que. Et celle qui est au-dessus, dont on parle un petit peu moins, c'est ce qui s'est passé à Prague en 2002, c'est ça déborde ça, on a l'eau qui descend dans les sous-sols et on démolit les infrastructures parisiennes. D'accord? On ne compte pas le courant, on les détruit. Mais comment ça, on démolit les infrastructures parisiennes? Le métro, l'énergie. On démolit le métro? Non, toutes les infrastructures sont endommagées par une inondation. Par une inondation qui dure très longtemps. Jusqu'à en gros 1910, pour la faire très simple, on a des barrages, des portes étanches, des tas de trucs qui font que ça ira pas trop loin en bas. Ça ne va pas trop endommager en bas. Si ça monte largement au-dessus, c'est ce qui s'est passé à Prague, on engloutit les sous-sols parisiens. Là, il faut partir 3 ans. C'est pas confinement, c'est déménagement 3 ans. Ça, c'est dans les cartos, ça? Ah oui. Ah, ouais. Et là où c'est encore plus subtil, je pense que peut-être que vous ne le saviez pas tout à fait, mais maintenant ça va être dit, c'est que l'accès aux informations de préparation pour les entreprises. L'accès aux informations de préparation pour les entreprises. C'est-à-dire le matériel, les datas dont les entreprises ont besoin pour comprendre, anticiper, se préparer et éventuellement faire des choix stratégiques en disant je pars tout de suite. Pourquoi pas? Ces informations sont classifiées par l'État. Classifiées. C'est-à-dire que les plus graves et les plus importantes sont hors d'accès des entreprises. Il est interdit de les avoir. Ce qui est un peu absurde quand même. Pour se préparer, c'est compliqué. Je vais faire un petit peu un résumé. C'est le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale qui le fait. Et donc, il est interdit en France de se préparer aux risques les plus graves sur la crue majeure Paris. Je répète, c'est interdit. C'est génial, cette phrase. Oui, ça ne me va pas très bien, moi. Non, mais c'est génial. Donc, c'est un truc absolument hallucinant. Le sketch dure depuis 2001. Ça fait 19 ans que les entreprises demandent à avoir les informations dites de préparation. On ne les a pas. Et donc, on anticipe quand même, parce qu'on n'est pas complètement idiot. On fait des exercices, on fait des cartes un peu au doigt mouillé, en disant voilà comment ça devrait se passer. On fait des projections, on imagine. C'est mon boulot. Hein. Ça, c'est là que j'interviens, si vous voulez. Mais on n'a pas l'information de base. Donc, c'est un peu... Vous dites... dans cette crise Covid, en fait, ce qui a émergé pour vous, c'est le problème du rapport au risque de l'administration. Pas que de l'administration, notamment, mais pas que... Mais restons sur l'administration. Alors, l'administration, d'abord, il y a 2 choses. Il y a l'administration, de mon point de vue, entretient un rapport au risque qui est complètement différent de celui que les entrepreneurs entretiennent au risque. Pour plein de raisons, d'abord parce que l'administration... Et donc ça se manifeste comment? Ça se manifeste que le logiciel continuité économique n'est même pas installé. C'est pas qu'il y a un bug, c'est pas qu'il y a un problème. Il y a un trou dans la raquette. Il n'y est pas. N'a jamais été installé au niveau des pouvoirs publics. Juste 3 petits, on peut demander à nos auditeurs. Faites sur le risque.gouv.fr, qui est un risque de prévention des risques. Vous prenez un réveil, des piles, une lampe torche, mais il n'y a rien sur les entreprises. Rien. Rien. C'est intéressant. Allez sur le risque prévention assureur, le risque de la Fédération des assurances. Vous avez plein de trucs sur c'est quoi une pandémie. Faut se laver les mains. Mais c'est quoi une pandémie dans l'entreprise? Il faut mettre les gens à distance et essayer de faire tourner le business et protéger la trésorerie. Il n'y a pas. La cellule de continuité économique de Bercy, c'est une cellule qui intervient après la crise, en réinjectant, en demandant aux assureurs de faire leur boulot, en demandant à BPI France de sortir son carnet de chèques, bref, toute une mécanique après-crise. Mais chercher, trouver, je ne demande pas mieux, de trouver des mesures de préparation avant, on a le droit de se préparer. Quand même. Non, mais non. Et donc, le logiciel d'anticipation à la crise côté entreprise n'est même pas installé. Donc, on ne risquait pas d'y aller. C'est quoi les signaux faibles qu'il faut suivre, Vincent Ballois? Il nous reste 2-3 minutes, pas beaucoup plus. C'est l'actu d'abord, je ne vais pas vous apprendre votre boulot, donc c'est pareil. Donc là, nous, on regarde... Quand il se passe un truc en Chine, il faut arrêter de penser qu'il va rester en Chine. Non, c'est pas parce que c'est la Chine. Souvenez-vous, la crise H1N1, elle venait des cochons du Mexique. Hein, donc c'est pas parce que c'est de l'Asie. Quoi, donc, elle venait du Mexique? Ouais, c'était un cochon qui a muté, qui a embarqué un virus. J'étais sûr que c'était de Chine aussi. Non, c'est arrivé par le Mexique. Donc c'est pas parce que c'est la Chine que c'est... Oui, non, mais je voulais pas, quand je disais Chine, je voulais pas dire Chine, mais c'est pas parce que c'est à l'autre bout du monde que ça va rester à l'autre bout du monde.
monde. Non, Voilà, ça c'est peut que je voulais très dire. bien venir chez nous. Et puis, il y a les risques cyber, ça vient de on ne sait pas où d'ailleurs. Les risques naturels, débordements de rivière, c'est chez nous. À la rentrée, avec le coup de chaud qu'on a en ce moment, vous allez voir les inondations cévenoles, y compris dans les entreprises, pour septembre-octobre. Les crises sociales et les grèves, gilets jaunes, etc., qui perturbent la vie des entreprises. C'est à nous, ça. Ouais. C'est pas à la Chine. Ouais. C'est à nous. On est d'accord. C'est même nous qui les avons inventés. Là-dessus, on est imbattable. C'est un Champion du brevet. monde. Quand ce sera discipline olympique, on aura des médailles. Voilà, propriété intellectuelle est totale sur cette affaire-là. C'est un truc à nous, on surveille ça, évidemment. Donc le risque vient de partout. Et les signaux faibles, c'est quand on commence à voir que ça peut avoir une matérialité dans l'entreprise. Et évidemment, le logiciel de l'entreprise, c'est pas celui des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, ils sauvent des vies. Dans l'entreprise, on ne sauve pas des vies. On sauve l'activité. On sauve l'activité. Et quand il y a un problème de sauver des vies dans l'entreprise, on appuie sur un bouton qui s'appelle pouvoir public, où ça marche remarquablement bien dans notre pays. Et on a des sauveteurs, des pompiers, tout ça qui viennent, parce que c'est super chez nous. Il n'y a pas ça ailleurs, hein, c'est chez nous. Mais par contre, le sauvetage de l'activité, c'est le boulot des patrons. Et donc ça se prépare. Voilà. Merci Vincent. Merci à vous. Expert donc en gestion de crise. Enfin, vous avez une boîte, un truc. Maîtrisedescrises.com. Voilà. Maîtrisedescrises.com. Si c'est une chaîne de télévision, n'est-ce pas? C'est une chaîne de télévision, les amis, mais elle est payante. Alors que Bismart, c'est gratuit. Voilà, on continue dans un instant. Dernière partie de Bismart, l'émission combat d'entrepreneurs. Alors pour le coup, le combat de Bertrand Badré, c'est un combat que... Et vous m'avez converti, Bertrand. Ah, c'est ça en fait. Hein. C'est la plus grande joie. Oui, malheureusement, c'est peut-être pas le levier le plus puissant que vous ayez. Quoique, parce que... Il faut un point d'appui, avec un levier, on soulève le monde. Voilà, exactement. Mais les téléspectateurs, je pense, alors ceux qui regardent un peu régulièrement, ils commencent à connaître Mark to Planet. Il se trouve, alors je vais vous expliquer, et puis Bertrand va vous expliquer, mais je vous dis un truc, Bertrand, il se trouve que j'ai animé pour l'éditeur de logiciels Cégide une émission passionnante avec les consolideurs. Je le dis comme ça, mesdames, messieurs, je crois que c'est le métier le plus ennuyeux du monde. Oh non. C'est ceux qui, à la fin, vous, l'ancien directeur financier, vous connaissez ça. C'est la pierre angulaire de mon travail. Ah, mais c'est la pierre angulaire. C'est ceux qui consolident les chiffres des entreprises et qui, à la fin, donnent la vérité du chiffre de l'entreprise. Ben, vous savez, Bertrand, que ces consolideurs, ils réfléchissent au Mark to Planet. Ils pourraient être en fait, eux, vraiment le levier bien sûr. qui vont vous permettre Bien sûr. d'aller au bout de votre idée. Alors racontez-moi ce que c'est que Mark to Planet. Mark to Planet, en fait, nous avons vu le concept fleurir ensemble. Voilà, c'est ça. Nous exactement. sommes les parents de Mark to Planet. L'idée, c'est pour revenir aux sources de la comptabilité, et ceux qui nous écoutent et qui sont dans les métiers du chiffre comprendront plus facilement que ceux qui sont un peu plus éloignés. Mais on a mis en place, depuis une trentaine, quarantaine d'années, des normes comptables qu'on appelle un acronyme IFRS, qui sont des principes comptables qu'on emploie pour la consolidation. Les IFRS, c'est des normes de consolidation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les normes comptables ont à peu près la même jeunesse que la comptabilité nationale. C'est un sujet qui m'a passionné. Ça date de la crise de 29. En 1929, on avait une crise, on savait mesurer ni la demande agrégée de Keynes, qui a bâti cette théorie sans avoir le PNB. Et donc, Kuznets et quelques autres économistes ont construit la comptabilité nationale, aux États-Unis et en France notamment. Et en même temps, la SEC a dit, mais attendez, on ne comprend rien au compte des boîtes. C'est pas qu'il n'y avait pas de comptabilité, c'est que chacun faisait sa cuisine. Et donc, ça serait bien qu'on commence à mettre ce qu'on appelait les GAP, Generally Accepted Accounting Principles. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à sortir ce qui sont les deux instruments de mesure de notre richesse collective et de notre richesse privée qui sont aujourd'hui. Alors, le dernier avatar de ces mouvements, c'est effectivement les normes IFRS. Et les normes IFRS, elles sont très liées, ça a l'air d'être un acronyme très technique, mais en réalité, c'est très lié à, je dirais, le système économique dans lequel on vit. Et le système économique dans lequel on vit, c'est la prévalence du marché et la valeur pour l'actionnaire et le rôle du profit. C'est pas un gros mot, mais c'est comme ça. En particulier, depuis, si on veut donner une date, c'est Milton Friedman, 1970. L'objet de l'entreprise, c'est de faire du profit. Donc, comment on mesure ce profit? Et puis, par ailleurs, un an plus tard, Nixon suspendait la convertibilité hors du dollar et disait, voilà, on arrête de tout organiser sur l'or et le dollar. On laisse au marché le choix de décider. Reagan, 10 ans plus tard, le gouvernement, c'est pas, dans son discours inaugural, le gouvernement, c'est pas la solution, c'est le problème. Le fameux consensus de Washington des années 80, il faut déréglementer, privatiser, etc. Et donc, au cœur, on a le marché.
Et ça se traduit en normes comptables. Alors le raisonnement, pardon, je suis un peu mais c'est limpide. Ça se traduit en normes comptables. Et j'ai été directeur financier en France et aux États-Unis plusieurs années. Crédit Agricole, Société Générale. On a un principe qui s'appelle le mark-to-market. Et ça veut dire quoi, le mark-to-market? C'est qu'on pense que quand on arrête les comptes d'une entreprise, elle vaut ce que le marché dit qu'elle vaut. Tout simplement. Alors on est d'accord, on se dit, bah oui, ça vaut ce que le marché est prêt à payer demain. Donc je regarde mon bilan et je me dis, bah, que dit le marché de ça? Et le marché, il n'a pas toujours raison. Et le marché, non, mais la norme est là, elle fait autorité, elle est opposable, personne ne la conteste. Et au-delà, c'est plus que la norme. Après, il y a des IFRS, il y a toute une série de normes. Mais c'est le principe que mentalement, tous les trimestres, quand vous publiez vos comptes trimestriellement ou semestriellement ou annuellement, vous placez dans une perspective liquidative. Puisqu'en fait, ce que me dit le marché, c'est si je vends. Et donc, mentalement, même si ce n'est pas du tout votre intention, vous liquidez dans votre tête l'entreprise, vous voyez sa valeur de marché. Alors, venons à la planète, justement. Et donc, le souci, c'est que cette approche liquidative et de marché, elle a ses vertus, elle discipline, elle rend les choses comparables. Donc, si on revient à 1929, aujourd'hui, tout le monde utilise les mêmes normes. Exactement. Et donc, on peut prendre, on avait Saint-Gobain, on peut prendre le bilan de Saint-Gobain, et d'une certaine manière, le bilan de Blue Like and Orange, j'ai dit, bah, comment ça se compare? C'est pas la même chose, mais on utilise les mêmes principes. C'est votre fonds d'investissement, Blue Like and Orange. Et donc, c'est pas mal qu'il y ait des normes. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus passer. Simplement, est-ce que ces normes sont adaptées à un monde au XXIe siècle où on découvre que, on a un petit problème avec le caractère durable de notre économie, avec le caractère durable du profit, etc. Et donc, comment on découvre avec cette crise du Covid? Alors, je ne dis pas, parce qu'on a trop dit au début, un petit côté français qui dit, ah là, c'est une malédiction, c'est la crise du capitalisme, la crise de la mondialisation, etc. Ça n'a rien à voir. Des pandémies, il y en a avant, il y en aura après. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand même, quand il y a une crise, ça révèle, ça accélère un certain nombre de choses. Et ce qu'on a découvert, alors on le savait, mais on était à l'aise avec ça, c'est que sur ce principe du mark-to-market, sur ce principe de ce qu'on appelait l'utilitarisme économique, tu vaux ce que vaut tes cash flows, et donc je sais optimiser. Donc on a tout un système qui a optimisé au maximum. On est allé chercher avec une efficacité redoutable parce qu'on est très bon. Le dernier dollar, le dernier centime, c'est les fameuses chaînes de valeur, c'est le raisonnement implicite qui est dit, effectivement, des masques, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas forcément stratégique parce que de toute façon, on pourra en trouver sur le marché. Ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est que tout le monde aurait besoin au même moment et qu'on a eu un problème. Et donc, l'optimisation à tout prix, qui est la conséquence logique, j'allais dire, du capitalisme Excel, enfin, on tourne. Le problème, c'est que la résilience, c'est bien aussi. On y est là, Bertrand. Et donc, le mark to planet, c'est on n'est pas le marché, c'est un outil. La planète, c'est notre environnement. Et donc, il faut qu'on arrime notre capitalisme à la planète. C'est ça. Pas au tableur Excel. Et pour donc, avoir l'optimisation à tout prix. En tenant compte des limites du système dans lequel on évolue. Oui, et puis l'optimisation à tout prix de ce qui est bon pour la planète. Finalement, le mark to planet va devenir la nouvelle norme des entreprises. C'est ça votre projet. En tout cas, c'est ça qui doit structurer la réflexion. Et on ne peut pas... Ce que j'appelais le capitalisme Excel ou hors sol, c'est de se dire, je fais mon modèle, et je l'ai fait. Et vous parlez des consolideurs, et on pourrait parler des consultants, et on pourrait parler de tous les gens qui sont ceux qui font vivre le système. On a tous été payés pour penser optimisation. Simplement, on pensait parce que ça allait fonctionner tout le temps. On se dit, c'est super, on va organiser un va-et-vient d'industrie automobile entre la Grande-Bretagne et la France. La Grande-Bretagne a rejoint l'Union européenne, elle n'en partira plus. C'est un mouvement, non, ça ne marche pas. À un moment, ils sortent. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a organisé, Apple a organisé sa production avec Foxconn en Chine continentale parce que la Chine avait rejoint l'OMC. Oui, c'est irréversible. Il y a une guerre commerciale avec la Chine. C'était pas dans mon tableur. Et le Covid. Donc, comment est-ce qu'on intègre le fait qu'on est dans une planète qui est plus compliquée, plus limitée, avec des vrais gens, des vrais soucis, etc. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu du XXIe siècle, c'est d'avoir le système. Alors, ça casse les pieds à tout le monde. Avoir un chef d'État qui se mobilise pour les normes comptables, ça va prendre du temps. Mais c'est pourtant très important. Oui, voilà. Non, mais fondamental. Mais après, comment on fait? Est-ce qu'il vous semble que, et c'est très bien de remonter à la crise de 29, est-ce qu'il vous semble que le boulot est... Parce qu'il semble titanesque. Tous les patrons, Pierre-André Tchalandar, il y a quelques instants, je lui ai parlé de Mark to Planet. Il me dit, mais c'est considérable, et il part dans... Effectivement, Saint-Gobain est une industrie qui pollue, qui demande beaucoup à la planète, mais qui lui rend ensuite énormément, puisqu'ils font des matériaux Oui, et puis ils vont contribuer à ce que tous les chantiers d'aujourd'hui, on dit, un des grands chantiers de sortie de grid, c'est enfin de travailler l'isolation des bâtiments. C'est un avantage, c'est du travail local, c'est très intensif en main-d'œuvre, et en plus, ça rend service. Mais rentrer ça dans des normes comptables et en faire le tableau Excel de sauvetage de la planète. Alors, c'est pas seulement les normes comptables, c'est là aussi qu'il faut aller. C'est les normes comptables, c'est le cœur, mais c'est aussi les modes de rémunération, c'est aussi les obligations fiduciaires de ceux qui gèrent votre argent.
oui. Parce que quand vous donnez votre argent à un assureur, son obligation, c'est de maximiser le profit sous contrainte de risque, et pas de s'occuper de la planète. Donc comment est-ce qu'on intègre de manière non pas volontaire, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un système, depuis les accords de Paris, on s'est félicité, le marteau qui tombe, c'est volontaire. Le volontariat, c'est dynamique, mais c'est fragile. Pour moi, il faut qu'on ancre dans le système. De la même façon que le mark-to-market amène tout le monde à optimiser en fonction de l'intérêt du profit et de l'actionnaire. Absolument. Voilà. Il faut que le mark-to-planet amène tout le monde à optimiser en fonction de l'intérêt de la planète. Ça vous semble... Enfin, il y a combien de temps que vous en parlez, Bertrand? 2 ans à peu près? Grâce à vous, je parle du Mark-to-Planet. Oui, mais enfin, le projet... 3-4 ans. 3-4 ans. Mais est-ce qu'il avance, le projet? Alors, et là aussi, est-ce que la normalisation, si je peux parler comme ça, avance? Alors, oui et non. Mais plutôt oui. C'est-à-dire que, et là je vais reprendre l'exemple de Friedman. Alors, Friedman n'était pas tout seul, grand économiste, par ailleurs éminemment respectable. C'est un des plus grands économistes du XXe siècle. Friedrich Hayek, qui était d'ailleurs avec lui, est un autre grand économiste, tous les 2 prix Nobel. Et Friedman avait cette formule, je la cite de mémoire, quand Reagan et Thatcher ont été élus, il dit en fait on a déjà fait le travail. Les idées qui émergent au moment des crises sont celles dont on a préparé l'avènement avant. Et quand on regarde Friedman et Hayek, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu 25-30 ans de réflexion, de maturation, etc. Et quand les 30 glorieuses ont un peu touché leurs limites, eh ben le modèle suivant était prêt. Je pense qu'on est dans cette phase de maturation, ce qui est très intéressant. Prenez l'exemple de Milton Friedman. J'en fais pas une obsession, mais il représente quand même un peu. Il était professeur à l'université de Chicago. Les Chicago Boys, vous savez, c'est ceux qui... voilà, c'est ceux du mark-to-market. Alors, je prends aujourd'hui un des grands professeurs de Chicago, s'appelle Raghuram Rajan. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose. Raghuram Rajan était chief économiste du FMI, prédécesseur d'Olivier Blanchard, au début de ce siècle. Et Raghuram Rajan, dans un fameux discours à Jackson Hole, vous savez, le rendez-vous des banquiers centraux en août 2005, a fait un discours qui s'appelait, je crois, Fault Lines, pour dire le subprime va péter. C'est quand même quelqu'un qui a une vraie vision. Il a été après gouverneur de la Banque centrale en Inde, il est revenu à Chicago, et il a sorti un livre qui est complètement orthogonal à ce qu'on représente aujourd'hui, qui s'appelle The Third Pillar, le 3e pilier. Et il dit, entre le marché et l'État, il y a la société. Chicago. Donc voilà, alors vous avez Raghuram Rajan, vous avez des économistes comme Paul Collier en Grande-Bretagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des cerveaux qui réfléchissent à l'économie du monde et à la conception du monde, il faut qu'on passe à autre chose, sont sur le mark-to-planet, d'une certaine manière. Voilà. En tout cas, il commence à y avoir un travail de maturation intellectuelle et idéologique, pour employer des grands mots. Sauf qu'on est dans l'urgence, non, quand même? C'est ça les difficultés. C'est pour ça que je dis oui et non. Oui, on est dans cette phase où il se passe pas mal de choses, on ne sait pas très bien ce qui se passe, etc. Plutôt, on est encore assez académique, on fait des grands discours à Davos ou ailleurs, les chefs d'État, etc. Tout ça bouge. Le problème, c'est que c'est urgent et qu'il faut être très vite, très pratique. Et c'est pour ça, vous parlez des consolidateurs, il faut mobiliser toutes les professions, agence de notation, auditeurs, comptable. Non, mais pourquoi est-ce que je parlais des consolideurs? Parce que c'est des professions qui se posent des questions sur leur avenir. C'est des professions qui risquent d'être balayées par la digitalisation. Et tout à coup, là, c'est un champ considérable et passionnant qui s'ouvre pour eux. Et il faut qu'ils le saisissent absolument. Voilà. Et moi, là, si vous voulez, sans pousser trop loin le parallèle avec 1929, il est intéressant. On a une crise majeure en 1929 qui aboutit à repenser la manière dont on pense, dont on mesure notre économie et dont on mesure les entreprises. Et ben, je dis, pour faire la crise financière, on peut ajouter la crise du Covid. Enfin, en gros, la grosse crise, disons 2008-2020, j'espère qu'elle va déboucher assez rapidement sur une nouvelle comptabilité nationale et une nouvelle comptabilité privée. Ça serait assez logique, puisque la crise a montré les limites du système précédent. Et donc c'est vraiment dans ce chantier qu'il faut aller. Alors la vraie difficulté par rapport aux années 30 ou même aux années 70, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. À l'époque, les États-Unis, et on disait, bah voilà, on change, et puis... Et aujourd'hui, les États-Unis, effectivement, ne sont pas très mobilisés. Mais ce qu'il faut dire, j'essaie de le dire, et puis c'est pour ça que j'ai fait Bismart, si on y arrive, la plus grande de toutes les puissances, ça reste quand même encore le capitalisme. C'est-à-dire, si le capitalisme, non pas se convertit, parce que je crois qu'il est converti, Bertrand, vous me confirmez, Ah non? Je crois pas, non. Enfin, je pense qu'il y a des convertis, mais je ne pense pas que... Je crois que si vous lui donnez un outil... qui va lui dire c'est comme ça que tu vas gagner un maximum de pognon, alors sa conversion va se faire dans la seconde. Je fais souvent la comparaison, j'ai fait un bouquin sur l'eau il y a quelques années. Pour moi, l'économie de marché ou le capitalisme, c'est comme l'eau. Ça suit la ligne de plus grande pente. Donc si vous ne mettez pas de digue, etc., ça va tout droit. Et puis vous ne pas le blâmer, c'est une force qui va, qui ne sait pas où elle va, mais qui va. Mais comme dans l'eau, vous mettez des digues à droite et à gauche. Il y a une digue qui s'appelle le marché. Si les consommateurs, les investisseurs, les collaborateurs disent « Attendez, tu ne veux pas faire ça, c'est n'importe quoi, et donc je veux que tu ailles dans cette direction »,
Et il y a de plus en plus d'entreprises qui suivent ça, y compris les collaborateurs. Ce qui est intéressant, les gens disent, je ne veux pas que mon entreprise aille travailler avec tel ou tel. La digue d'un côté, et de l'autre côté, la réglementation, elle est énorme. Et donc, voilà. Et après, le capitalisme, oui, c'est un mécanisme d'allocation de la richesse, d'accumulation du capital. Si on lui dit, c'est dans cette direction qu'on va être content que tu ailles, ça fait du sens, puis après, dans ce jeu-là, tu peux jouer. C'est ça qu'il faut faire, c'est organiser. Ça s'est passé historiquement, on l'a fait. On a une maturation qui a pris une vingtaine d'années le fois précédent, qui a duré 30-40 ans. Je pense qu'on est dans... Mais le figuré, c'est qu'il y a urgence. Et bon, il y a deux urgences. D'abord... Rapide, 30 secondes. Pallier les difficultés sanitaires qu'on a vues. Il y a une urgence sociale, des inégalités qui ont explosé avant et que la crise a renforcées. Oui. Et ça c'est pour moi le sujet majeur. Et puis évidemment, l'urgence climatique et environnementale. Mais alors ça, ce sera notre prochaine discussion. Ça, c'est le problème. Le problème, c'est le périmètre. C'est-à-dire que tous ceux qui parlent du réchauffement climatique y ajoutent d'autres agendas. Alors. Et je pense que ça perturbe un petit peu les agents, ça. Mais enfin bon, mais c'est vrai que le Marco Planète dit... Je finis juste avec la citation de Colin Mayer, qui est un ancien doyen de la Business School d'Oxford, qui dit « L'objet de l'entreprise n'est pas de faire du profit. L'objet social de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. » Le profit trouve un sens. Bertrand Badré, c'était Bismart l'émission et on se retrouve mercredi prochain, les amis. On va faire une petite pause là autour du 14 juillet. Vive la République, vive la France. Allez, à bientôt.